Si on rajoute des stations partout, tu sais, comme par exemple Mirabel qui veut une station à l'aéroport de Mirabel, tu sais, ça marche pas. Tu sais. C'est un Ouais, TGV, c'est c'est un ça. TGV. C'est un TGV, c'est un Ouais, c'est ça. TGV. Ça dessert les grandes villes. Après ça, je dis pas que Mirabel mérite pas du réseau ferré, là, comme j'ai fait dans mon plan, mais ça mérite pas un TGV. Tu sais. Bref. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'en France, tu sais, quand tu prends le TGV, c'est vrai que ça arrête pas tout le temps. Puis c'est ça qui est le fun du TGV, c'est que ça arrête Oui. pas tout le temps comme le train, tu sais, c'est ça qui est Oui, hot, oui. tu sais. Ah oui, non, c'est ça. Mais après ça, je dis pas que ces villes ne mériteraient pas du train, mais c'est juste que encore une fois, c'est qu'on a tellement pas de projets de transport en commun en Amérique du Nord que dès qu'on a un projet, tous les élus municipaux, comme tous les plus petits paliers, ils essayent de s'accrocher à ce projet-là parce qu'ils savent qu'ils n'en auront pas dans les 100 prochaines années, parce que ça coûte tellement cher. Puis là, ils demandent tout et n'importe quoi pour être sûr d'avoir accès au transport en commun, alors que, tu sais, la vraie solution, encore une fois, c'est comme le PSE. Bonjour, ici Xavier Robidoux, votre animateur, et bienvenue aux Électrons Libres, l'émission québécoise sur la mobilité durable. Cette semaine, on adresse le sujet de l'heure au Canada et particulièrement au Québec, le fameux TGV. Et je reçois pour l'occasion Sacha Ricard, professionnel en urbanisme, qui va nous parler du TGV, mais aussi du transport durable au Canada par rapport justement au transport en commun. Donc, on va parler de TGV, de TGF, de tramway, d'autobus, de coûts d'infrastructure. Pourquoi ça coûte cher faire ce genre de projet-là au Canada? Bref, restez avec nous jusqu'à la fin. Il va aussi nous parler de sa vision pour le transport en commun au Québec. Vision 2050. Bref, c'est un épisode fascinant si vous voulez avoir de l'information sur comment ça marche faire du transport en commun au Canada. Bonne écoute! Les Électrons Libres est présenté par Marie-Rose Café. Marie-Rose Café, c'est le torréfacteur pour vos cafés qui sont faits avec amour, éthique et durabilité. Bref, pensez à votre café, c'est penser à Marie-Rose Café. Écoute, Sacha, bienvenue au podcast Les Électrons Libres. C'est un plaisir Ouais. de te recevoir ce soir. Ben, le plaisir est pour moi. Là. On est en présence aujourd'hui de Sacha Ricard. Sacha Ricard, tu nous parles d'où aujourd'hui? Moi, je suis Montréalais de naissance et d'âme et de cœur. J'ai tout le temps j'ai vécu à Montréal toute ma vie. Mais j'adore le reste du Québec. Hein. Mais je viens de Montréal. Montréal, born and raised, comme on dit. Moi aussi, en fait, born and C'est raised. ça. Aujourd'hui, on va parler de tramway, on va parler de TGV, on va parler de transport collectif. Bref, on a un beau menu pour les auditrices et auditeurs aujourd'hui. On se promène un petit peu partout au Québec pour l'occasion, en parole et en pensée, comme on dit. J'ai j'ai envie de parler de justement ça sur quoi tu as travaillé par le passé. J'avais vu passer un plan que tu avais fait pour le transport en commun du Grand Montréal, un plan qui s'étale jusqu'en 2060, un plan quand même d'envergure. C'est vaste, ça va loin. Puis là, c'est de dire, OK, c'est à quoi ça ressemble la map du transport au collectif à Montréal en 2060. C'est un plan qui, je pense, pourrait influencer les décideuses de demain. Tu mentionnes dans ton plan que ce plan-là va réduire significativement On va l'avoir. les coûts d'opération du réseau de transport actuel, ainsi que la réduction de la durée de certains trajets. Donc, on réduit les coûts, plus de cash dans les poches des contribuables, on l'espère, puis en même temps, on va plus vite. Il me semble que c'est un deal. Fait que j'ai En envie absolu, peut-être pas, mais Ouais. en coût par passager kilomètre, probablement. C'est un plan qui touche beaucoup les banlieues aussi. Ça, c'est cool parce que en ce moment, tu t'en vas en banlieue, comment dire, tu restes un peu sur ta faim. Tu te dis, OK, Ouais. ça s'arrête là, mais ça pourrait être mieux. Puis ça ouvre aussi, c'est un plan qui ouvre la voie à la densification, justement, des banlieues. Donc, on reste pas sur notre faim par rapport à ça. J'ai envie que tu me parles de ce plan-là. Transport collectif 2060 à Montréal, à quoi ça ressemble? Moi, ce plan-là, ça m'est principalement venu après les nombreux plans qui ont été publiés là, dans les années début 2020, là, que ce soit le PUM 2050 de la Ville de Montréal, le volet transport, ou le programme Bus Plus de la RTM, qui est en gros des plans là, de transport en commun là, à l'échelle de Montréal et plus à l'échelle de la région dans son ensemble. Et moi, en fait, ce que j'avais beaucoup de problèmes avec ces plans-là pour un paquet de raisons que je pourrais détailler plus dans la partie plus détaillée, en fait, quand on va parler de ça. Et ce que j'essayais d'adresser principalement dans mon plan que j'ai fait, c'est
en se basant sur les meilleures pratiques internationales, créer un système avec un système de couches, en fait. Alors, qu'est-ce que le système de couches? En fait, c'est que chaque couche répond à un besoin spécifique en termes de déplacement. C'est-à-dire la couche régionale va répondre aux gens qui vont vouloir se déplacer sur des longues distances, mais en le faisant rapidement parce que généralement cette couche-là va avoir des modes en site propre intégral, donc séparés de la circulation et qui ont des vitesses commerciales très élevées. Ce que ça fait, c'est qu'en fait, l'utilisateur va passer la majorité de son temps sur une couche qui lui est le plus adéquat. Donc, s'il veut se déplacer pas lentement, il va se déplacer en autobus ou en tramway et c'est pas grave qu'il aille pas si vite que ça parce que c'est pas son but d'aller vite dans ce déplacement-là. Mais s'il veut aller plus loin, là, il va pouvoir aller plus loin et rapidement aussi parce qu'il va pouvoir juste prendre le bus, aller ou le tramway, peu importe, n'importe quel mode qui fait du rabattement, sur le train et le REM, qui sont un peu les couches régionales dans nos systèmes, et qui, là, va l'amener très, très vite, très loin. Et pourquoi? Et aussi, l'autre affaire qui est très importante dans mon plan, c'est que les lignes de train sont diamétrales. C'est-à-dire qu'ils passent par le centre-ville sans y avoir de terminus. Ils s'arrêtent au centre-ville, mais c'est pas leur terminus. Okay. Comme le REM un peu. On a déjà ça avec le métro. Le métro et le REM, c'est des lignes diamétrales. Mais là, j'applique ça aussi au système de train qui va très loin. Donc, en gros, ce que ça fait, c'est que le temps de déplacement est énormément réduit parce que c'est ça. Au lieu de passer la majorité de son temps dans l'autobus et ou le métro, qui est un mode pas vraiment adapté pour les gens qui veulent traverser la région, parce que c'est ça en ce moment le problème. Tout mène au métro, tous les bus mènent au métro, et pour faire des déplacements, je sais pas moi, de Saint-Jérôme à Saint-Hyacinthe, tu es obligé de faire bus, métro, bus, tu sais, faut que tu transfères. En tout cas, ça pour dire que c'est vraiment un système qui est inefficace parce que tout est centré sur le métro. Et c'est pas grave d'être centré sur un mode structurant. Le problème, c'est que le métro n'est pas fait pour être un mode structurant régional. C'est pas ça son but. Son but, c'est servir Montréal. C'est pas son but d'être structurant à niveau régional. Fait que c'est pour ça que mon plan il va être moins cher à opérer parce que et plus vite aussi pour beaucoup de gens, parce que les gens vont passer le moins de temps possible sur le mode le plus lent s'ils ont besoin d'aller loin et vite. Et aussi, puisque les usagers passent la majorité de leur temps sur le train, qui est un mode vraiment pas cher à l'absolu, clairement, mon plan va coûter plus cher avec ce qu'il y a aujourd'hui parce qu'il y a plus de kilométrage, il y a plus de lignes, etc. Mais en passager par kilomètre, ça va être moins cher parce que le bus, qui est le mode le plus cher à opérer, parce qu'il a besoin de plus d'opérateurs par passager, il va être le moins longtemps utilisé par les usagers. Qui, s'ils veulent aller loin, vont pouvoir directement aller sur le train, qui va être très rapide et qui va les amener très, très loin et très, très vite. Donc, en gros, c'est un peu ça l'idée. Et moi, derrière cette idée-là, c'était qu'il fallait accepter l'idée fondamentale que le transport en commun n'est pas la voiture. Et pourquoi je dis que le transport en commun n'est pas la voiture? Parce que souvent, les planificateurs ont l'espèce de réflexe de vouloir amener le transport en commun structurant partout, à toutes les portes, le plus près possible des gens. Mais la réalité, c'est qu'on ne pourra pas arriver à ce résultat-là. Même si on fait juste du tramway, ça va être impossible d'amener le transport en commun structurant à la porte des gens. Ce sera pas possible. Donc, rendu là, il faut imaginer utiliser du transport en commun qui est peut-être pas glamour, mais qui marche très bien quand bien utilisé, qui sont le bus, et faire des modes plus lourds, plus vite, pour des axes qui ont vraiment beaucoup de potentiel d'achalandage en ce moment. Donc, si je peux résumer, en gros, c'est un peu ça l'idée de mon plan. OK. Hey, en passant, si t'aimes l'émission, clique sur le bouton abonner. Que ce soit sur Spotify, LinkedIn, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Apple Podcasts, bref, abonne-toi. C'est la meilleure façon de m'encourager. OK. Écoute, ça a été un bon résumé parce que moi, j'ai vu ton plan puis je pense qu'on pourrait passer des heures là, juste à le regarder. Puis on va le regarder plus en profondeur, plus à la fin de l'épisode pour madame et messieurs là, qui vous voulez en savoir un peu plus sur le plan de Sacha pour 2060.
Restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, là, on affiche le plan. Sacha puis moi, on regarde le plan puis je pose des questions à Sacha, ce que je comprends pas, puis on se promène sur le plan puis on regarde ça, c'est quoi, à quoi ça sert, où est-ce que ça s'en va, pourquoi t'as choisi ça, etc. Donc, restez jusqu'à la fin pour les gens qui veulent en savoir vraiment plus sur le plan. Puis, de toute façon, on va le mettre disponible là, dans le lien de l'épisode. Vous allez pouvoir le regarder aussi puis voir lire aussi ce que Sacha a écrit par rapport à son plan. Écoute, je t'écoutais parler de ta description, puis je le trouve super intéressant parce que justement, on touche aux banlieues, on touche là où c'est généralement moins desservi. Puis quand je parle d'on touche aux banlieues, c'est pas nécessairement qu'on dit hey, on va créer un transport en commun pour les banlieues. C'est de dire comment on fait justement pour nous, Montréalais, Montréalaises, aller vers ces banlieues-là rapidement, sans perdre de temps. Parce qu'en ce moment, moi, ce que je me fais dire par les gens sur TikTok et sur d'autres réseaux qui regardent mes vidéos, c'est de dire ouais, mais moi, ça me prend tellement longtemps de rentrer à Montréal, puis après ça, c'est un calvaire, puis en auto, c'est la même affaire. Dans tous les On a un moyens de peu cette transport, frustration-là, oui, effectivement. ben c'est ça, dans tous les moyens de transport, c'est un calvaire pour tout le monde, anyway. C'est comme on peut-tu résoudre ça, tu sais? Moi, je sais pas, je vois l'avenir, là, puis je regarde, mettons, là, en ce moment, chez mes parents, justement, c'est un bon exemple. Mes parents, ils habitent à Prévost. Donc, la gare s'arrête à Saint-Jérôme, mais après ça, c'est comme débrouille-toi pour faire ton Saint-Jérôme-Prévost. Mhm. Puis l'été, ça va parce que je peux prendre la piste cyclable, mais après ça, il y a pas grand Mais solution tu sais, encore. je pense qu'il y a en fait, premièrement, c'est que même les projets que la RTM propose en ce moment, c'est Mm. des projets qui sont encore très axés sur le métro. Ouais. Tu sais, le projet structurant, le tramway de l'Est, c'est amener des gens vers le métro. Le projet Mm. structurant du Grand Sud-Ouest, c'est amener des gens vers la ligne verte. Il y a encore cette mentalité-là le métro comme le mode métropolitain de la Ouais. grande région de Montréal. Mais la réalité, c'est que le métro ne pourra pas desservir vraiment, même si on y connecte des tramways, on va juste reproduire le problème fondamental du système en ce moment, qui est les bus ne font que se rabattre sur le métro parce que, puisque les bus Mm. circulent sur rue, ils sont pas très compétitifs avec la voiture. Donc, la seule distance qui est raisonnable à parcourir pour les bus qui restent compétitifs, c'est emmener des gens vers le métro. Et Mm. après ça, ben, les gens, ils vont vers le métro puis ils vont vers le centre-ville. Mais ce système-là, ça marche pas parce que, encore, tu sais, tu peux pas faire des bus de Montréal. Ben, tu pourrais, mais ça serait juste pas ce serait juste pas compétitif. Genre des bus entre, mettons, Saint-Jérôme, Saint-Hyacinthe, tu pourrais en faire, mais ça serait juste pas compétitif. Fait que c'est pour ça Ouais. qu'il faut créer un système au-dessus du métro, en fait. Comme le REM. Le Mm. REM est le début de ce, mais même le REM est pas vraiment assez rapide pour vraiment couvrir, mettons, de Saint-Jérôme à Saint-Hyacinthe. C'est le REM, la Mm. vitesse commerciale, c'est 50 à 55 OK. km/h environ, là. Fait Ouais. que c'est la vitesse avec les arrêts. Même Mm. ça, c'est pas encore assez rapide. Si vraiment tu vas aller chercher les banlieues lointaines, etc., faut que tu aies des vitesses beaucoup plus élevées, genre 60, 70, 80 km/h de vitesse commerciale. Puis Mm. ça s'atteint vraiment juste avec du train, ce qu'on appelle en anglais, là, du mainline rail, fait que du Mm. train classique européen électrifié. Ouais. Ça, pour ça, évidemment, ça va nécessiter des investissements majeurs, là. T'as aussi de la négociation avec les chemins de fer actuels. Mais dans une optique long terme, c'est vraiment vers quoi on devrait se diriger. Parce que c'est ça que je dis, le système en ce moment n'a pas vraiment de couche. La seule couche, Mm. c'est le métro. Mais il faut avoir plusieurs couches. Pour une couche Ouais. pour des gens qui veulent se déplacer juste en banlieue, il va y avoir des couches pour des gens qui veulent se déplacer dans la ville, fait qu'un peu urbaine, comme le métro, qui là, oui, aurait vraiment son sens. Et une couche régionale pour les gens qui veulent vraiment aller de banlieue à banlieue. Mais ça prend vraiment un mode en site propre intégral avec des longs espacements d'arrêt et qui va vraiment vite et loin. Et ça, on Pour peut les, s'inspirer. Oui, vas-y. Tu dis site propre intégral. Pour les auditeurs, auditrices, décris-nous c'est quoi un site propre intégral? Un site propre intégral, en fait, c'est un site qui est complètement séparé de la circulation. Le métro, par exemple, c'est un site propre intégral. OK. Un site propre, c'est des voies dédiées, mais qui Ouais. restent dans l'emprise de la circulation. Par exemple, le SRB Ah. P9, c'est un site propre. Et le site banal, c'est les autobus de la STM. Fait que c'est tout ce qui circule sur eux, en fait. Fait que le OK. site propre intégral,
On a souvent cette discussion-là des modes, de tramway, métro, mais c'est pas... Le mode, en fait, c'est un abus de langage. Ouais, Le véhicule, ça reste on un s'en fout. train. La vraie différence dans les modes, c'est le type de circulation. Ok. C'est est-ce qu'il est en site propre, est-ce qu'il est en site propre intégral. Et c'est là que tu as vraiment la grosse différence de vitesse commerciale. Parce que quand tu vois, mettons, en France, les tramways français qui circulent sur rue, là, généralement, ils vont pas au-dessus de 22 km/h de vitesse commerciale. Hmm. Fait que c'est pas si rapide que ça. Fait que c'est pour ça que je Non. dis, si vraiment on veut aller chercher les banlieues loin, il faut avoir des systèmes avec des sites propres intégrales. Et on en parlera après des coûts, là, mais il y a des moyens d'y arriver sans nous ruiner collectivement. J'ai hâte. Restez jusqu'à la fin. Là. C'est un petit teaser. Là. C'est juste un petit teaser parce qu'à la fin, on rentre dans le vif du sujet, on rentre dans le gras, comme dirait ma mère. Donc, restez jusqu'à la fin, ça va être intéressant. Ben justement, parlant de site propre intégral, parlant de travailler différemment par rapport à la mobilité et au transport en commun. À un moment donné, j'ai lu une phrase que tu as dit, puis ça a capté mon attention. Je cite, de profondes réformes dans la manière avec lesquelles on construit actuellement le transport en commun au Québec. Tu sembles souligner ce besoin-là de profondes réformes dans la manière avec laquelle on construit actuellement le transport en commun au Québec. C'est quoi la manière qu'on construit le transport en commun au Québec qui nécessiterait une réforme selon toi? Ben, l'un des principales choses qu'il faudrait faire, selon moi, c'est vraiment arrêter de faire des projets par corridor ou secteur et passer vraiment sur faire, comme j'ai fait, là, des master plans par région sur le court, moyen et long. Mettons, tu prends une aire métropolitaine. Chaque aire métropolitaine du Québec, tu fais un master plan sur le court, moyen et long terme, juste pour créer de la prévisibilité pour les acteurs du milieu et aussi pour permettre de faire des économies sur le long terme. Par exemple, dans le master plan, on identifie ce corridor-là. Ah, on veut sauver ce corridor-là. Fait que t'interdis tout développement immobilier dans ce corridor-là. Comme ça, tu diminues tes coûts d'expropriation, tu diminues parce que tu n'as pas besoin de démolir des bâtiments. Fait que, tu fais des économies, tu protèges tes corridors, tu sais où est-ce que tu veux aller. Puis aussi, tu peux, c'est ça, tu peux. C'est la première chose. Première chose, avoir une meilleure planification. Puis l'autre affaire, comme je dis, c'est arrêter de faire des demandes, des projets fondés sur une demande politique par corridor. Le PSE, c'est la meilleure des exemples. C'est une demande politique, le projet de structure de l'Est. Le tramway dans l'Est qui a remplacé le PSE, c'est le meilleur exemple. C'est une demande politique dans l'Est. Alors, le fait de donner du transport en commun dans l'Est, c'est pas politique. Ce qui est politique, c'est que vraiment, il y a eu une demande du gouvernement. TM, faites-moi ce projet-là dans ce corridor-là. Puis je veux que vous m'enleviez. Là, la RTM a pris des libertés, c'est sûr, mais vraiment arrêter de faire des projets par corridor et juste regarder, par exemple, l'Est de Montréal ou genre l'extrême Est de Montréal. Parce que, tu sais, si tu prends juste l'extrême Est de Montréal, oui, peut-être que l'achalandage va juste justifier un tramway. Mais si tu prends tout l'Est jusqu'au centre-ville, ce sera la même chose. On se pose la question, mais là, on peut pas parce que le projet a coupé la branche vers le centre-ville. Fait que c'est vraiment juste c'est l'Est de Montréal. Mais si on avait une vision à long terme, si on se disait, OK, non, dans notre master plan, on veut que, ultimement, ce projet-là soit connecté à Montréal. Faisons un projet qui va répondre à la demande si on connectait au centre-ville de Montréal. Je sais pas si tu comprends un peu cette... Ouais, ben, tu sais, pour reformuler dans ce que tu viens de dire, en fait, c'est qu'il faut arrêter de faire des projets à la miette ou en partie, tu sais, c'est-à-dire on fait un petit projet à gauche, un petit projet à droite. Puis, on va avoir une vision d'ensemble, comme ça. la CDPQ a fait pour son plan cité à Québec, là. Faire ça par aire métropolitaine. Ouais, c'est ça, parce que finalement, de ce que je comprends, c'est que ça vient d'une volonté politique un peu de satisfaire monsieur et madame tout le monde. C'est ça. Ouais, c'est ça. On s'approche peut-être du populisme. Oui, mais c'est parce qu'en fait, le gros problème, c'est qu'on se retrouve avec des corridors, des projets qui peuvent avoir des objectifs contradictoires.
On veut desservir les banlieues, fait qu'on a un aspect régional, mais en même temps, on veut un aspect local. Mais comme j'ai dit, tu peux pas avoir un truc régional qui est en site propre. Tu vas avoir un truc local, oui, là, en site propre. Mais tu peux pas mixer les deux. C'est contradictoire. Tu peux pas avoir l'espacement des arrêts est directement lié à la vitesse commerciale. Fait que si tu veux avoir une desserte locale et avoir une desserte régionale, ça marche pas. Et tu sais, un déplacement de Charlemagne à l'est de Montréal, ce n'est pas un déplacement local. On va se le dire, là. Déplacement local, c'est moins de 5 kilomètres. OK, je comprends. Vu que OK. Dans le fond, ce que tu dis, c'est que il y a comme des projets qui sont, je comprends, c'est un peu, faut se le figurer, mais dans le fond, pour les gens. Avoir le scope, dès le début, c'est quoi ton scope, puis garder ce scope-là. Même, vu que ces zones-là, en fait, c'est vu qu'il y a moins de densité, justement, tu sais, c'est moins proche, on veut amener une solution de transport qui nécessiterait, tu sais, une sorte de densité, mais ça marche pas, parce que finalement, tout est éloigné, fait t'es comme pogné. C'est que le tramway, c'est parfait pour des quartiers qui existent déjà, des fameux streetcar suburbs, ou genre streetcar neighborhood, genre c'est parfait pour ça, tu sais, genre Côte-des-Neiges, du Parc, c'est des axes parfaits pour le tramway, mais essayer de forcer le tramway dans certains environnements bâtis qui sont pas nécessairement adéquats, il faut vraiment avoir une vision globale. C'est ça le principal chose, avoir une vision globale pour s'assurer d'avoir des projets qui sont efficaces, qui dépensent l'argent à la bonne place et qui vont pas, mettons, genre faire un tunnel sous Saint-Laurent pour un tramway. T'sais. Je te dis ça comme exemple. Ouais, c'est ça, un projet que genre ouais, c'est ça. Parce que les projets, comme tu dis, tu sais, pour expliquer un peu aux gens qui écoutent, il y a des projets que, comme quand tu sais pas c'est quoi que ça représente, tu te dis au premier abord, c'est cool, tu sais, mettons, faire un tramway, je sais pas, à Saint-Hyacinthe, mettons. Une idée folle. Tu sais, une idée folle, mais tu sais, pour nous, ça semble folle parce que, tu sais, sur Google Maps, on sait à quoi ça ressemble. Tu sais, moi, j'étais à Saint-Hyacinthe, puis comme, pour les gens qui savent, ça va, là, mais pour les gens de Montréal qui disent, ouais, c'est vrai que ça pourrait être cool, tu sais. Il y a des idées comme ça qui plaisent aux oreilles, qui plaisent aux oreilles, ça se vend bien, mais que sur papier, ça fait aucun sens parce qu'on n'a pas la même densité, on n'a pas le contexte qui permet d'instaurer ce genre de solution. Et tu sais, les bus, c'est aussi un mode tout à fait légitime. Hein? C'est le problème, c'est pas tant le bus en Amérique du Nord, c'est surtout comment est-ce qu'on l'applique et comment est-ce qu'on le met en place. Mais bon, je veux pas rentrer sur un procès du tramway là en ce moment là. C'est pas ça le but de la question. les bus en général, je trouve c'est surtout quelque chose qu'on rejette d'emblée, où on s'est vu comme genre une solution pas adéquate ou comme tu sais c'est vu comme pas structurant, mais c'est vu comme pas du vrai transport en commun, tu sais. Je sais pas si tu comprends un peu. Mais c'est plate parce que il y a plein d'endroits où est-ce que tu sais le tramway, c'est juste un bus plus tu sais. Genre comme je t'ai dit, parce que c'est encore une fois le gros truc, c'est pas nécessairement le véhicule, c'est le site de circulation. Donc un tramway, s'il circule sur rue, même s'il est en site propre, genre il est pris avec les mêmes usagers du trafic qu'un bus. Ouais. Et un bus, en vrai, les bus dans des milieux moins denses comme par exemple les banlieues, ben c'est l'outil parfait parce que c'est beaucoup moins cher et surtout c'est les mesures d'amélioration pour les bus sont les vraies mesures d'amélioration, là, pas faire une voie réservée à 1 milliard entre Laval et Notre-Dame. Là. Je te parle de, tu sais, les gros abris de béton, non, je parle pas de ça. Mais des vraies petites mesures d'amélioration comme, mettons, tu concentres tes lignes sur un corridor, puis après ça, tu peux faire de la priorité au feu ou réduire le nombre d'arrêts en réduisant l'espacement des arrêts. On a un espacement des arrêts qui est anormalement proche à Montréal, contrairement au reste du monde. Ou sinon aussi, tu peux réduire la densité de tes lignes, tout en gardant une certaine couverture. En tout cas, il y a plein de moyens d'améliorer les bus et vraiment, encore une fois, je suis pas contre le tramway. C'est juste que ne pas voir les bus comme un moyen utile de déplacer des gens ou que, tu sais, t'as forcément besoin d'un mode lourd
partout dans la région métropolitaine pour attirer du transport en commun, pour attirer des usagers du transport en commun. C'est pas nécessairement une vision ni réaliste ni souhaitable. Non, c'est ça. Ben, c'est intéressant. C'est une des premières fois qu'on qu'on défendait le bus au podcast, presque. Parce Mais que parce que souvent... j'ai pris le bus en Europe et c'est vraiment un outil qui est sous-estimé. Mais on en parlera plus quand on reviendra sur Ouais, parce que ça fait mon partie de plan. ton... Ça fait partie de mon plan. Ça fait partie de mon plan. Donc, le deuxième truc que je pointe beaucoup, c'est il faut arrêter de rejeter d'emblée des choix par peur des réactions citoyennes pour des raisons subjectives ou par la résistance institutionnelle des différents acteurs parce que parce que ça dévie de qu'est-ce qu'on a fait depuis toujours. Par exemple, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des stations de 152 mètres pour le métro de Montréal? Je pose la question. Est-ce qu'on a forcément besoin que toutes les extensions de métro soient souterrains? Je pose la question. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser à chaque fois des stations super profondes qui sont super profondes et donc beaucoup plus chères à construire? Je pose la question. Est-ce qu'on a besoin de faire des designs de stations qui n'utilisent pas des outils comme les porte-palières pour simplifier l'ingénierie ou le volume des stations, qui est une des principales causes d'augmentation des prix? Je pose la question. Donc, il y a plein en gros, ce que je dis, il faut arrêter de prendre des décisions qui font augmenter les coûts, mais surtout le risque à n'importe quel moment du processus si une solution raisonnable, moins coûteuse en termes d'analyse multicritère est possible. Ça, c'est la deuxième raison majeure de l'augmentation des coûts. C'est vraiment qu'on s'enferme dans des méthodes de faire qui sont très coûteuses et qui sont pas nécessairement au standard de qu'est-ce qui se fait à l'international. La troisième raison, et là, c'est ça que je te disais plus tôt, c'est vraiment, il faut s'assurer de bien définir le scope du projet. Ça, c'est essentiel. Ce qu'on veut accomplir avec le projet et éviter de trop en vouloir en faire avec un seul projet. Et au point que ça a des objectifs contradictoires. Par exemple, servir localement, mais aussi avoir une portée régionale. Ça marche pas. Ouais. Et aussi, ne pas changer les paramètres en cours de route. Parce que ça peut coûter très cher si tu décides de revoir les paramètres en cours de route. Et si tu le fais, revoir les éléments du projet qui ne correspondent plus aux paramètres initiaux. Par exemple, le tramway d'Ottawa, enfin le métro d'Ottawa, parce que techniquement c'est en site propre intégral, mais ils utilisent des véhicules tramway. De base, pourquoi ils ont utilisé des véhicules tramway? C'est que ils voulaient avoir une section sur rue au centre-ville. Donc, à la limite, bon, OK. Mais là, finalement, ils ont décidé d'enlever la section sur rue. Mais ils ont pas changé le projet en fonction de ça. Ils ont gardé les mêmes véhicules et au lieu du fait qu'elle allait avoir un site propre intégral en, par exemple, prenant des vrais véhicules métro, en automatisant la ligne, en mettant des porte-palières pour réduire le volume des stations, ce qui aurait réduit les coûts, ils ont gardé les mêmes techniques du projet. Donc ça, c'est la troisième chose qui est vraiment ultra importante. Ne pas changer le scope, mais si vous le faites, changez les caractéristiques du projet quand c'est nécessaire. T'as-tu des questions par rapport à ça? Oui, parce que j'ai plusieurs questions. Tu sais, comme tu soulignes, il semble avoir beaucoup de choses qui font que ça coûte cher, là, faire du transport collectif en général, là, puis surtout justement les projets d'envergure, là, comme quand on parle de tramway puis de métro. Tu sais, il semble avoir, comme tu mentionnes, il y a un problème des choix qu'on fait au niveau de ouais, c'est ça, de où on va, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, est-ce qu'on va sous terre pour les entrées et sorties de métro, est-ce qu'on les fait à l'extérieur, des matériaux, c'est pas nécessairement des matériaux, mais je parle plus des différents features de la station, c'est peut-être ça aussi. des caractéristiques techniques qu'on change pas en cours de route, puis je pense que faut aussi dire notre métro de Montréal, c'est un métro pneumatique, fait qu'on peut pas aller hors terre avec le métro de Montréal. Ah, OK. Mais même à ça, on pourrait faire d'autres métros. En tout cas, je veux pas rentrer dans les détails, là, mais ça pour dire que, tu sais,
Premier point, planification. Avoir une planification sur le long terme, c'est super important. Ne pas se mettre des blocages en avant-projet. Genre, on veut pas faire d'aérien. Pas juste à Montréal, là, mais partout de manière générale. On veut pas faire d'aérien parce qu'on a peur de la réaction citoyenne, etc. Mais ça, si tu veux pas faire d'aérien, faut que tu ailles obligatoirement en souterrain. Fait que là, ça élimine, ça augmente beaucoup le coût. Fait que là, nécessairement, ben, les options en site propre intégral sont beaucoup moins intéressantes. Ouais. Dans le fond, quand tu parles de quoi? C'est quoi que tu as dit d'arrêt? S'arrêter de se bloquer au niveau Ouais. d'arrêter de se dire, oh, on veut pas telle chose Ouais. en avant-projet sans même avoir défini ce qu'est le projet, tu sais. OK. Je pense que je veux dire. comprends. Ouais. Troisième affaire, comme je te dis, c'est ça, c'est s'assurer de bien définir la portée, de ne pas changer des éléments en cours de route ou si tu le fais, adapte-toi. Ouais. La quatrième chose qui est hyper importante, en fait, les deux dernières choses en gros, c'est un point, là, c'est une refonte complète de comment est-ce qu'on fait des appels d'offres au Québec pour éviter les contrats en bloc. C'est-à-dire, c'est un consortium qui fait tout le projet et l'État a très peu de contrôle sur ce consortium. Ça, c'est à éviter. Il y a plusieurs réformes qu'on pourrait mettre en place, mais la plus importante, c'est vraiment construire une expertise publique forte pour que la majorité de l'ingénierie se fasse à l'interne, parce que c'est tout le temps beaucoup moins cher de faire à l'interne qu'à l'externe, pour que le reste puisse être divisé en plus petites sections, que plus de compagnies vont pouvoir absorber. Et ça va faire baisser les coûts et aussi arrêter avec le plus bas soumissionnaire valide. C'est vraiment, faut arrêter avec faut arrêter. Ouais. Ça, c'est vrai, parce qu'on le voit à Montréal, on voit ce que ça donne, puis Ouais. Hey, salut, c'est Xavier des Électrons Libres. Écoute, Marie-Rose Café, c'est le sponsor officiel des Électrons Libres, puis je suis ici pour te parler un petit peu de mes go-to en matière de café avec Marie-Rose Café. Si, comme moi, t'aimes les cafés assez corsés, acidulés, l'expresso corsé, là, moi j'adore. C'est ce que j'ai pris ce matin à la cafetière italienne. J'adore. Go check it out sur Facebook, Marie-Rose Café. Le cinquième point qui est aussi ultra important, c'est une refonte totale du cadre légal pour harmoniser certains éléments avec le reste du monde. Notamment au niveau de la construction. Oui, on a des normes incendie au Canada qui sont beaucoup plus sévères que ce qui se fait en Europe. Pourtant, ils ont pas plus d'accès en Europe. Et aussi, juste au niveau des ascenseurs. Avec les États-Unis, on est les deux seuls pays au monde à avoir des normes différentes au niveau des ascenseurs. Et Pourquoi? le pire, c'est que c'est même pas une règle unifiée en Amérique du Nord. Chaque juridiction utilise un code, genre une version du code différente qu'on utilise, parce qu'il y a un code, mais il y a différentes versions. Puis chaque juridiction utilise une version différente du code. Alors que tout le reste du monde a une seule norme. J'ai oublié le nom de la norme, là, mais je suis pas mal sûr que les auditeurs pourront la trouver, là. Fait que, tu sais, juste ça. En gros, juste minimiser la taille des choses. C'est un des gros problèmes en raison, beaucoup trop gros pour rien. Genre, tu regardes les stations du REM, tout le monde est comme, mais les stations du REM sont tellement petites, non? C'est gros par rapport à ce qui se fait en Europe. Ou genre, c'est dans la norme. C'est vrai. On fait tellement, juste les prolongements de la ligne bleue. Les stations sont énormes. T'as pas besoin d'avoir autant gros de stations. Non, faut garder les constructions minimalistes sans être sobre. Ouais, mais tu le vois là, quand tu te promènes en France, je veux dire, la bouche du métro, elle fait pas... tu peux passer puis... Les sorties de secours incendie sont immenses. Fait que t'as plein de règles comme ça. Tant au niveau des tu sais, la STM, tu sais, j'ai parlé à des gens de la STM, ils disent oui, mais tout le temps fait 152 mètres de station, pourquoi on changerait ça? Tu sais, je veux dire, c'est ça, faut changer cette mentalité-là. En fait, moi, l'autre truc que je disais, ça a toujours été de même. Oui, ben c'est ça. Non, t'es pas obligé. Je dis pas pour des prolongements de lignes plus importantes, comme par exemple la bleue, la orange, la verte. OK, fine. Mais si tu prolonges la jaune ou comme tu crées une nouvelle ligne de métro pneumatique, t'es pas obligé de faire des stations de 152 mètres. C'est immense, 152 mètres. C'est 9 wagons. C'est plus que
Genre, le trois quarts. Même à Paris, ils ont pas des trains aussi gros, là. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Ils ont plus de lignes, mais ils ont pas aussi gros. Ben, c'est ça. Le gros problème dans l'Inde, c'est ça. On fait beaucoup de grosses lignes, même les métros en général en Inde du Nord, on fait beaucoup de grosses lignes avec des immenses trains. On fait peu de lignes. Ouais. Ouais. Puis Alors bon, faut voir quel modèle tu sais, c'est au choix, hein, c'est un choix de société, mais c'est ça. Ouais. Ouais, puis les coûts vont pas en descendant avec le temps. C'est intéressant justement, tu parles du REM, tu parles aussi de tu sais, des projets de grandeur qu'on a versus ce qu'on a vraiment besoin, tu sais, les différentes réformes qu'on va changer. Je pense que l'appel d'offres, c'en est un, mais tu sais, juste d'avoir une vision d'ensemble, tu sais, d'avoir une grande vision pour notre transport en commun au Québec, au lieu d'avoir quelque chose qui tout le monde fait quelque chose dans un coin. Je pense que ça fait longtemps. J'avais une discussion justement cet après-midi avec quelqu'un. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un plan sur 20 ans ou sur 30 ans puis qui allait pas être changé puis annulé par tous les gouvernements à chaque fois. Mais en fait, l'ARTEM, c'est le programme Bus Plus que je disais, mais il n'y a pas de priorisation. Et surtout, c'est un plan qui est très ancré dans les réalités financières actuelles. Parce que c'est un plan qui est exclusivement basé sur les bus. Il y a pas tu sais, il y a pas de, l'ARTM n'a pas de, ben, peut-être qu'ils en ont un à l'interne puis qu'ils l'ont pas publié de façon publique, hein. Je sais pas, je suis pas dans les couloirs du secret, mais, genre, il y a aucun plan public de l'ARTM qui dit, OK, dans 20-30 ans, même si on n'a pas les moyens maintenant, là, c'est pas important. Ouais. C'est pas grave si on n'a pas les moyens. L'important, c'est de se donner une idée. Pour que s'il y a des travaux à faire, s'il y a des choses qu'on peut faire pour éviter de dépenser plus tard, genre soit en sauvant des terrains, soit en prenant possession des terrains, protéger les emprises pour permettre qu'il y ait plus de voies dans le futur. Tu sais, mettons, je sais pas moi, à Saint-Henri, là, dans le coin de Saint-Henri, il y a les tracts qui arrivent de la gare centrale. Mais si on avait une vision, peut-être qu'on pourrait se dire, on va essayer de pas trop coller les développements pour que plus tard, ben, on ait de l'espace pour mettre 2 voies de plus pour le passager. Ouais. Tu sais, par exemple. Fait que tu sais, il y a toutes puis si on le fait pas, ben c'est que ça va coûter vraiment plus cher plus tard d'exproprier que d'avoir réservé. Fait que tu sais, il y a plein de réformes comme ça mais effectivement, juste avoir une vision. Et aussi, l'autre truc, je pense, qui est super important, ce serait bien qu'on ait des codes nationaux pour le transport en commun. Au lieu que chaque ville fasse son truc, fasse un modèle spécifique de métro qui se fait une fois, donc ça coûte plus cher parce que c'est un modèle. Au lieu de faire ça, ben faire des codes nationaux, fédéral, provincial, peu importe, mais plus fédéral parce que ça permettrait d'avoir plus de. Ouais, de surtout avec des villes comme Toronto, Vancouver, là, je veux dire, on pourrait faire de quoi là. Oui, c'est ça. Fait que créer des standards au niveau national, au niveau justement moins sévère que qu'est-ce qu'on a actuellement en termes de sécurité incendie. C'est déjà le cas, mais on pourrait les assouplir, comme je t'ai dit. Mais tu sais, au niveau des ascenseurs, au niveau du matériel roulant, au niveau de la législation ferroviaire, alors tout ça, unifier un peu. Parce que là, en ce moment, c'est un bordel le transport en commun, ça n'a pas de bon sens. Chacun fait son plan, la ville fait son plan, l'ARTM fait son plan, Laval fait son... Il n'y a pas de vision commune par région unifiée qu'une vraie priorisation des besoins, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on fait en premier. Il y a plein. C'est pour ça que les gens qui disent un métro, ça coûte 4 à 5 fois plus cher, that's all. Ouais, c'est une vision limitée. C'est ça, c'est vraiment plus nuancé que ça. Il y a vraiment beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est ça, c'est très limité, puis on regarde juste ce qu'on a devant nous, mais il y a plein d'autres choses à prendre en compte. C'est hyper intéressant. Moi, j'avais jamais vu de cet angle-là autant, de dire, OK, ça prend une vision. Je savais même pas qu'on n'avait pas de vision nationale au niveau du transport en commun. C'est intéressant de savoir parce que effectivement, je pense que c'est un gros problème. Ça coûte tellement cher des projets de même. Pourquoi il me semble que ça devrait réveiller les cloches chez nos élus de dire ça coûte tellement cher, les projets chers, faudrait peut-être s'y attarder un peu plus, tu sais, mettre un petit peu souvent, plus de temps. Souvent, ils proposent pas les super bonnes solutions, pas les bonnes solutions. Non, c'est ça. J'ai envie de parler justement d'un projet plus national, dans le sens que je pense que ça touche à plusieurs. Tu vois à quel point je t'envoie des perches, là. Écoute, c'est ça, tu me l'étends, puis moi, c'est boum, boum, boum. Écoute, des bonnes transitions, là. C'est ça. Parlant de projets d'envergure, TGV l'Alto, ça en est un, là.
un TGV au Canada, là. On n'a pas vu Ouais, ça ça, avant. c'est le rêve. Ça serait une première. Ça fait jaser pas mal ces temps-ci, là. On le voit dans les médias. Puis moi, ce que j'ai vu, c'est que bon, il y a deux camps. Il y a comme Alto puis le gouvernement. Il y a tous les gens qui vont devoir se faire déplacer, vont devoir changer de vie, changer de milieu dans les campagnes, puis qui disent hey, ça n'a pas de bon sens. Nous, on est des fermiers, on est des agriculteurs, agricultrices, et puis nous, on veut pas se faire exproprié pour un TGV lié à Alto. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce projet-là? J'ai envie d'avoir un peu ton tout sens là-dessus. Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ce projet-là pour que tout le monde en profite un peu plus, que ça crée moins des genres de tensions comme on voit? Alors moi, je suis un huge fanboy de Alto, là, fait que je suis sûr que je peut-être un peu... si je veux dire, je vais quand même mettre j'aime beaucoup le projet et bon, je suis un peu... Mais je comprends vraiment les craintes des agriculteurs. En fait, le gros problème, c'est que Alto, ils ont publié une carte au début du processus et ils sont partis avec un corridor. Mais le corridor, il fait 10 km de large. Fait que là, il y a un paquet de monde sur la carte. C'est une carte interactive, c'est une grosse zone bleue. Fait que là, il y a un paquet de monde sur la carte qui capotent parce qu'ils pensent qu'ils vont se faire... Tu sais, j'ai déjà vu un témoignage d'une personne qui était à comme minimum 5-6 kilomètres de tout tracé. C'était impossible. Genre, vraiment, je suis pas un ingénieur, mais genre, un minimum de connaissances sur le tracé possible, etc. C'est impossible qu'elle soit touchée. T'sais, elle était comme 5-6 kilomètres du tracé le plus probable. Là. Puis elle avait peur de se faire exproprier, de tout perdre, etc. Je pense qu'il y a vraiment eu beaucoup d'erreurs de communication de la part d'Alto. Je comprends l'intention parce que c'est vrai que si elle serait juste arrivée avec une route, les gens auraient peut-être dit ah non mais là vous n'avez pas consulté, etc., etc. Mais en même temps, moi je me dis c'est l'équivalent de tirer longtemps sur un plaster. Fait que tu sais, vraiment un gros problème de communication parce que c'est vraiment une grosse carte. Hein. Je veux dire, t'as des gros là, qu'est-ce qu'ils ont. Bloc québécois, ils ont dit dans une entrevue la moitié de Terrebonne est sous réserve, mais c'est comme non. Non. Genre, c'est juste un tracé indicatif. Puis ça se peut qu'ils passent dans ça, mais ils vont pas exproprier le 10 km au complet. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu cette carte-là et qui sont partis en mode panique. Ouais. Et qui ont pensé qu'ils allaient se faire exproprier dès qu'elle allait être sur cette carte-là ou que toute la terre va être expropriée. Alors, déjà, ça, c'est faux. Pas l'expropriation, c'est un maximum 60 mètres de large. Les terres agricoles, là, c'est 2-3 kilomètres de long, là, les terres agricoles, généralement. Là. Peut-être 1 kilomètre environ. Je suis pas expert, là, mais tu me corrigeras, je pense que tu connais un peu plus le milieu que moi. Là. Les terres agricoles, généralement, c'est comme 1 kilomètre environ, peut-être. Là. Ouais, c'est ce que à peu près, là. Fait que, tu sais, c'est comme 60 mètres qui va être exproprié. Fait que même s'il passe dans ta terre, le pire qui arrive, en fait, le gros problème qu'il va avoir, probablement, c'est séparer les terres en deux. Ça, c'est vraiment le gros problème. Et ça, c'est vraiment le problème que je suis d'accord que ça va être un problème. Il va y avoir des terres qui vont être, ça va peut-être pas être la majorité. Je suis pas mal sûr qu'ils vont s'assurer de passer au minimum, de faire ça au minimum. Et il y a des moyens de faire ça dans certaines sections du corridor. J'ai regardé un peu les tracés possibles, là, puis il y a des moyens de faire ça dans certaines parties du corridor, mais c'est sûr que des fois, ils n'auront pas le choix. Donc, il y a des moyens, mais c'est sûr que ça va impliquer nécessairement, c'est peut-être 3, 4, 5 minutes de plus en tracteur pour rejoindre genre un passage agricole qu'ils ont aménagé. Fait que, tu sais, c'est des sacrifices. Je suis d'accord que c'est important à prendre en compte. C'est pour ça que je dis qu'il faut, soit tu fais la route en talus, puis tu t'arranges pour avoir des passages agricoles en dessous, ou tu fais des passages agricoles simples, genre un creuset en dessous. Mais tu sais, tu t'arranges pour faire des passages agricoles. Moi, c'est ça, je pense, qui est important. Peut-être pas pour chaque propriétaire, mais au moins à une certaine distance de kilométrage. Ça, je pense, c'est une des moyens qui est nécessaire pour calmer l'opposition. Mais je pense qu'il est important de souligner qu'en ce moment, l'opposition se base beaucoup sur, comme j'ai dit, la carte
C'est vraiment 10 kilomètres de ravage. c'est ça. Fait que tu sais, faudrait que je te montre la carte, là, mais vraiment, ça fait très, très peur. Fait que je pense que quand la vraie tracée, là, ils vont réduire ça en automne en 1 kilomètre. Je pense que Ouais. déjà là, ça va calmer beaucoup de personnes. Puis ça Ouais. va déjà beaucoup moins chialer. Mais si on parle de moyens pour calmer les gens, ça va probablement être, c'est ça, des passages agricoles au comme 1 kilomètre environ. Puis peut-être pas des ponts toutes faites, là, mais Ouais. c'est juste au moins un passage en dessous, là. Et des murs anti-son, etc. Mais tu sais, les distances sont tellement grandes dans le milieu agricole que, en vrai, avec le son qui est absorbé par le ballast sous les rails, il y a peu de gens qui vont, Ouais, je à part pense si pas que ça va vraiment être si t'es si pire. collé dessus, là, mais il y Ouais. a peu de gens qui vont entendre le TGV. Et selon moi, ils vont éviter au maximum les zones urbaines si c'est pas Ouais. nécessaire. Donc, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des effets négatifs, Mm. mais je pense qu'ils sont largement surestimés. Et il y a des moyens d'éviter ces problèmes-là. Et je pense que inévitablement, c'est impossible de ramener 100% des personnes derrière le projet. C'est pas, Ouais. c'est trop un gros projet pour qu'il y ait pas d'opposition. C'est Non, impossible. Mais c'est ça. c'est important. Ce qui est important, c'est d'aller vers l'opposition qui est un peu plus constructive et qui va peut-être plus écouter les arguments rationnels que l'opposition qui est vraiment convaincue, genre hors de tout repêchage possible. Mais c'est ça. En gros, Ah non, c'est ça. Faut faire avancer un peu le monde, là, puis faut changer de monde, puis c'est vrai que ça se fait pas. Comme dirait l'autre, là. oui, On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. c'est ça. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui en ce moment, tu sais, qui poussent la proposition, l'ancienne proposition de VIA de train à grande fréquence, là, comme la solution miracle. Mais ce qu'ils disent pas, c'est que la proposition de VIA de base voulait aller à 200 km/h, 200 km/h les trains. Mais OK? si tu es à plus que 160 km/h, tu peux pas avoir de passage à niveau. Fait que même Ah, si on ramenait à 200 km/h, c'est pour ça que ça sert pas à grand chose de faire un TGF. Parce que dès que tu es au-dessus de 160, tu peux pas avoir de passage à niveau. Fait que, OK, fait que là, t'es encore pire, t'es encore plus. tant qu'à faire un chemin qui a pas de passage à niveau, augmente la vitesse pour augmenter ton attractivité. Parce qu'en bas de 200, Ouais. c'est vraiment pas attractif comparativement à l'avion ou la voiture. OK, ouais. C'est vrai. OK. Fait que là, finalement, on a décidé d'opter pour de ce que je comprends, on a décidé d'opter pour un TGV qui va moins vite. Ben, dans le fond, un TGV qui Plus va vite. moins vite. Hein? On a décidé d'aller pour un TGV tout court qui va en bas de 160 Non, qui km/h. va à 300 km/h. OK, il va à 300 Oui, km/h. oui, c'est ça que je te dis, c'est que de base, le TGF de VIA, c'était 200. Mais 200, tu OK. peux pas avoir de passage à niveau. Fait que OK. tant qu'à aller jusqu'à 200, dépense juste, tu sais, ce qui coûte cher, c'est pas Ouais. les voies ferrées en tant que telles. C'est vraiment tous les ouvrages d'art pour éviter les passages à niveau. C'est ça qui coûte cher. Fait que OK. quand tu es à 200 puis que tu fais déjà tous ces ouvrages-là, Ouais, la différence 200-300 là, est je pas si comprends. énorme que ça. Je comprends. Fait que c'est pour OK, ça qu'ils sont allés vers C'est un pas la TGV. vitesse qui coûte l'argent, dans le fond, dans ce genre de projet-là. Ben, c'est Rendu la entre 200 et vitesse, plus. oui, parce que tu dois quand même faire des tracés plus droits, tu dois faire, mais la vraie grosse dépense, c'est des ouvrages d'art pour éviter les passages à niveau. Fait que les ponts, les tunnels, les talus, tout Ouais, ça. tout ce que tu fais pour contourner, là, dans le Tout ce que tu fond, là. fais pour contourner les passages à niveau. C'est Ouais. ça qui coûte très cher. C'est vrai que ça doit être. C'est vrai que quand j'y pense, c'est insane le nombre de choses qu'il faut que tu fasses qui coûtent cher pour. Ah, ça va être, mais Ouais. ça vaut la peine. Si c'est bien fait et que c'est pas si cher, 60 à 90 milliards, ça fait 60 à 90 millions par kilomètre. C'est la moyenne haute Ouais. internationale pour les TGV. C'est pas au OK. niveau de la France, là, mais c'est quand même, c'est pas au niveau de l'Espagne, mais c'est quand même généralement dans la moyenne haute. Fait que ça va. En France, c'est-tu plus cher, tu dirais? J'ai pas la moyenne des coûts en France. Faudrait que je Ah, OK, regarde. Je sais que OK. l'Espagne, c'est 45. Ah, OK. La Fait que, France, je sais que c'est un peu plus, mais j'ai pas le chiffre exact. OK. Mais ici, par contre, on est au Canada avec le froid. Tu Ouais, c'est ça. crois-tu, question courbe, tu crois-tu que ça influence notre climat sur les coûts? Ben, c'est sûr que tu as des mesures de mitigation, mais c'est pas si grand que OK. ça, là.
je veux dire, le Japon, en Russie, ils construisent des TGV, puis les coûts sont pas au niveau du Canada, là. Fait que c'est pas... OK. Mais c'est qu'au nord du Japon, t'as de la neige quand Ouais, même. t'as de la neige. Même OK. chose aussi. Fait que, tu sais, c'est... Encore, le gros des problèmes de coûts, comme je t'ai expliqué en Amérique du Nord, c'est surtout au niveau de comment est-ce qu'on construit les choses, les Ouais. normes, le over-engineering, tout ça. Ouais. C'est Je pense la qu'on est vraie bon. solution, en fait, si tu voulais amener ville, campagne ensemble dans ce projet-là, parce que, tu sais, il y a Ouais. beaucoup de gens de campagne qui disent que ce projet-là va pas leur servir, etc. Ben, ça serait de faire des trains plus classiques qui desserviraient toutes ces zones-là pour amener aux gens en TGV. Tu sais, ce serait pas de créer des gares dans les campagnes pour amener les gens au TGV. La vraie solution, ça serait d'amener des trains normales, tu sais, 200 km/h, entre 160 puis 200 km/h, jusqu'au TGV pour que les gens en campagne puissent le prendre, puis ensuite. Mais ça, c'est encore une fois, ça fait partie de éviter de changer le scope en cours de route. Tu sais, le projet, en ce moment, c'est un TGV. Si tu changes, si tu rajoutes plus de stations, ça va plus être un TGV, puis tu vas juste faire augmenter tes coûts. Non, c'est ça, parce que là, au final, si on commence à faire du chemin de fer autour, puis tout, Si on rajoute des stations partout, tu sais, comme par exemple Mirabel qui veut une station à l'aéroport de Mirabel, tu sais, ça marche pas. Tu sais. C'est un Ouais, TGV, c'est c'est un ça. TGV. C'est un TGV, c'est un Ouais, c'est ça. TGV. Ça dessert les grandes villes. Après ça, je dis pas que Mirabel mérite pas du réseau ferré, là, comme j'ai fait dans mon plan, mais ça mérite pas un TGV. Tu sais. Bref. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'en France, tu sais, quand tu prends le TGV, en tout cas, j'ai pris le TGV plusieurs fois en France, puis c'est vrai que ça arrête pas tout le temps. Puis c'est ça qui est le fun du TGV, c'est que ça arrête Oui. pas tout le temps comme le train, tu sais, c'est ça qui Oui, est hot, oui. tu sais. T'as l'impression d'avancer pour une fois, t'es comme, Ouais, ouais. OK, on se rend quelque part, tu Ah ouais, non, c'est ça. Mais après ça, je dis pas que ces villes ne mériteraient pas du train, mais c'est juste que sais. Ouais. encore une fois, c'est qu'on a tellement pas de projets de transport en commun en Amérique du Nord que dès qu'on a un projet, tous les élus municipaux, comme tous les plus petits paliers, ils essayent de Ouais. s'accrocher à ce projet-là parce qu'ils savent qu'ils Ouais. n'en auront pas dans les 100 prochaines années parce que ça coûte tellement cher. Puis là, ils demandent tout et n'importe quoi pour être sûr d'avoir accès au transport en commun, alors que, tu sais, la vraie solution, encore une fois, c'est comme le PSE. Ça serait bien définir la portée du projet puis dire, OK, on va faire 2 projets séparés Ouais. pour bien donner, bien servir les besoins et non essayer de tout squeezer dans un juste pour comme... Ouais, juste pour avoir sa part du gâteau, comme on dit. Exactement, tu sais, Parlons tramway, Gatineau. Qu'est-ce qui se passe de bon là-bas, là, parlant de transport en commun puis de nouveaux projets, là, on voyait que c'était bien parti, mais là, ça s'est passé ouais, quelque chose, là. c'était bien parti, mais bon, il y avait aucun financement. C'est une équivalent de dire, OK. c'est bien parti. C'est comme si tu disais, t'as acheté une maison, mais t'as aucun cash down, tu sais. C'est un peu Ah, OK, ça. on était Il y avait là-dedans, juste du hein. financement pour les études, tu sais. Il y avait aucun il y avait aucun financement pour le projet en soi, là. C'est juste le gouvernement fédéral qui avait donné avant qu'il change de main, là, qui avait donné Ouais. l'argent pour des études. Mais tu sais, ce qui s'est passé en gros, là, c'est que le projet qui était sous la gouverne de la Société de transport de l'Outaouais a été transféré à Mobilité Infra-Québec, qui est une nouvelle agence de dépend du gouvernement du Québec. Donc, en gros, c'est qui est un peu à l'image de Metrolinx en Ontario, Mm. qui, en fait, en gros, c'est un transfert de municipal aux compétences, aux provinciales. Ah, OK. Moi, je l'avais jamais compris comme ça, mais ça fait du Ben, c'est un sens, peu là. ça. OK. Alors, c'est difficile de dire pourquoi, vu les manœuvres un peu erratiques de la CAQ en ce moment, c'est vraiment difficile de dire c'était quoi le but fondamental de faire ça. Bon, selon leur politique, moi, j'aurais tendance à dire que c'était pour ralentir le projet. Mais bon, j'ai entendu des rumeurs comme quoi il y a quelque chose qui se préparait. Fait que bon, je garde mon jugement OK. pour plus tard, mais quand même, je le verrai quand je le verrai. Je croirai quand je le verrai. Mm. Euh, mais par contre, en fait, moi, ce projet-là, c'est vraiment l'illustration parfaite de tout ce que je t'ai dit plus tôt. Parce que c'est encore un projet avec une vision par secteur. J'ai lu l'étude qui a basé ce projet-là et ça dit clairement dans l'étude, le mandat est d'étudier un transport structurant pour l'ouest de la ville de Gatineau et la connecter au centre-ville d'Ottawa. Donc, encore une fois, c'est pas un projet qui est vu dans une Mm. vision. Il n'y a pas de master plan derrière ça. Il y a pas de, c'est vraiment un projet pour desservir l'ouest de Gatineau. C'est un projet qui est fait pour desservir l'ouest de Gatineau. Puis tu Mm. sais, bon, si je prends le projet,
Puis encore une fois, ça illustre le problème. Tu sais, le municipal fait ses plans de chaque bord de la rivière, le provincial arrive. En fait, au Québec, c'est qu'on a tendance à trop centraliser au niveau provincial, mais on centralise pas assez au niveau régional. Les villes ont trop d'influence quand c'est géré au niveau municipal, mais le provincial a aussi trop d'influence quand le municipal. En tout cas, fait que c'est comme il manque une instance au milieu en fait qui peut être Ouais. impartiale, regarder de haut et vraiment donner une vision, comme je t'ai dit, globale. OK, parce que sinon, ça chicane entre les deux, là. Fait que ça Ben prendrait c'est un ça. arbitre. Ça prendrait un arbitre. Ben c'est ça. Mais il y en a pas parce que ça viendrait compétitionner Québec puis Québec aime pas ça. Fait que ça a été ça. Puis encore une fois, si je prends le projet de façon individuelle, donc si on prend que pour servir l'ouest de Gatineau, c'est ça va, tu sais, je veux dire, oui, tu connais l'ouest de Gatineau au centre-ville, mais je pense que dans un contexte régional, c'est vraiment pas un projet adéquat parce que, par exemple, si on revient un peu au TGV, le TGV pourrait prendre la gare Tremblay actuelle, qui est passante, donc qui est pas en terminus, qui est un immense avantage en termes d'opération, qui nécessiterait pas de tunnel, pas de nouvelle construction, donc ça serait quand même assez simple. Et le Gatineau milite pour que la gare soit au centre-ville, pour que ça soit connecté au tramway Gatineau, parce qu'il n'y a pas de vision globale qui dit « Hey guys, pourquoi pas qu'on upgraderait le O-Train Ouais. pour le transformer en vrai métro régional et on ferait passer des branches dans ce tunnel-là pour connecter, on ferait passer des lignes dans le tunnel-là, puis à la fin, on ferait des branches pour connecter le reste de la région. Enfin, comme ça, on n'aurait pas besoin de construire une gare super complexe au centre-ville qu'on serait obligé de faire des tunnels, retourner les trains en opération. C'est vraiment, ça illustre parfaitement un peu cette problématique de coordination qu'on a, qui au final nous coûte plus cher parce que on n'a pas besoin d'avoir une gare au centre-ville. On n'en a pas besoin. Non. Puis ça va être vraiment cher là, parce qu'il y a vraiment Ouais. beaucoup de contraintes. Alors la gare Tremblay serait parfaite, mais parce qu'on n'a pas cette vision régionale-là, ben Ouais. ça amène pas des optimisations où est-ce qu'on pourrait en avoir. Je pense que ça... En tout cas, je me prononcerai pas pour la ville ou contre la ville, mais j'ai l'impression, puis c'est vraiment l'impression, puis on pourra me corriger là, par courriel, par téléphone, faites tout ce que vous voulez, si vous trouvez que c'est pas vrai, puis c'est pas juste. J'ai l'impression que les villes, par contre, des fois, ont une petite tendance légère à vouloir tout ramener au centre parce que ça fait beau, ça fait penser à d'autres villes. Le concours de moi je regarde mon voisin, puis je compare, puis tu sais, il y a cette histoire-là. Mais il y a d'autres villes dans le monde, comme par exemple Mulhouse, c'est un exemple, où la gare est pas au centre-ville. Moi je le sais parce que je suis déjà allé là, puis t'arrives là, puis tu te dis, voyons, tu te dis quasiment, voyons, je suis où? Tu sais, dans le sens que l'expectation, ce que t'as, c'est qu'à, tu sais, quand t'es jamais allé là, c'est que t'arrives au centre-ville, puis non, t'es pas au centre-ville. Puis, Mais mais tu peux aller au centre-ville, tu sais, de d'autres manières, mais je pense des fois, c'est que ça dépend pour quelle destination. ouais. Si tu prends des destinations comme genre Trois-Rivières, Peterborough, genre là, ok, oui, une gare au centre-ville n'est pas si intéressante parce que ça ralentirait le trajet de tout le monde pour une faible population. Mais Ottawa, c'est quand même une ville majeure. Ouais. Fait que c'est important que la gare soit proche. Là, dans ce cas-là particulier d'Ottawa, c'est pas grave qu'elle soit pas au centre-ville. Mais dans d'autres cas, parce que encore une fois, ça coûterait énormément cher de la ramener au centre-ville, puis il n'y a pas tant de bénéfices de plus à la gare actuelle. Si on prend qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le O-Train actuellement. Mais dans d'autres cas, comme par exemple Montréal, ou Toronto, ou Québec, la gare au centre-ville est quand même essentielle parce que c'est quand même un gros bassin de clientèle et c'est quand même essentiel. Puis encore le cas d'Ottawa est un peu particulier là parce que il y a pas vraiment beaucoup d'emprises intéressantes, mais avoir des réseaux centrés sur le centre, comme j'ai fait dans beaucoup de mes plans, c'est pas un problème. Le problème, c'est que, encore une fois, tes lignes sont pas diamétrales. Ça, c'est un gros problème. C'est tes lignes, ils arrêtent au centre-ville. Mais si tes lignes, ils passent par le centre-ville, sans avoir de terminus,
C'est pas problématique parce que le centre-ville, dans la plupart des villes, reste l'attraction majeure Oui. de la région. Ouais. Puis surtout, c'est que offrir un seul point de correspondance pour toutes les lignes, c'est encore un énorme avantage pour un réseau. Ouais, c'est là que ça se passe. La situation d'Ottawa, c'est un peu compliqué, c'est un peu différent. Mais je pense que la ville de Gatineau, c'est encore une fois, c'est juste qu'elle veut. C'est que c'est vrai parce que plus que la distance, le trajet Ottawa-Montréal, ça va juste prendre 1 heure. Tu rajoutes 30 minutes d'accès, tu arrives au même temps que la voiture. Mais fait que je comprends l'intention d'Ottawa, de Gatineau, d'avoir une gare au centre-ville parce que ça va améliorer le temps de trajet global. Mais dans ce cas-là précis, c'est un des grosses critiques que j'ai, c'est qu'encore une fois, ça manque de vision de hey, on a une infrastructure, le O-Train, qui est déployée sur toute la région et considérant le risque technique d'une implantation au centre-ville, la gare actuelle pourrait être vraiment mieux connectée avec toute la région grâce au train actuellement que avec une gare au centre-ville. Ouais, puis des fois aussi, c'est comment dire, ça peut donner naissance aussi à un autre centre-ville, je sais pas comment dire, mais dans le sens. C'est-tu mauvais? Oui, OK, la densité, il faut, là, je suis d'accord, mais est-ce que ça pourrait donner l'opportunité à d'autres industries, d'autres joueurs de se passer à un autre endroit parce que c'est plus stratégique? Est-ce que ça pourrait faire favoriser économiquement d'autres places qui étaient. Il y a plein d'options, mais c'est ça ma grosse critique. C'est que je comprends la demande des Gatineau parce que si on le prend dans l'instant T, c'est vrai qu'avoir une gare au centre-ville, ça serait avantageux pour Gatineau parce qu'il serait connecté directement. Mais la réalité, c'est que t'as vraiment moyen de faire de quoi avec la gare Tremblay tout en la connectant au reste du réseau de Ottawa. Si tu améliores vraiment le train et tu as une vision de plus haute, de dire, OK, qu'est-ce qui est possible avec l'infrastructure actuelle? Qu'est-ce qu'on peut faire au lieu de chaque joueur, la STO, OC Transport, la Ville d'Ottawa, la Ville de Gatineau, qui font chacun des choses de leur bord. Genre, oui, il y a la Commission de la capitale nationale, mais c'est pas encore. Puis elle souffre elle souffre encore des mêmes problèmes dans l'Amérique du Nord qui un peu ne regarde pas trop qu'est-ce qui se fait ailleurs, puis voit pas, mettons, qu'est-ce qui pourrait être fait au niveau, mettons, des métros, qu'est-ce qui se fait dans le monde, etc. Fait que c'est. Il y a une vision très traditionnelle du métro en Amérique du Nord. Et c'est plate parce que ça, excepté le REM et Vancouver, par exemple, là, genre, on n'est pas très, très sorti des sentiers battus. On va payer des voyages à travers le monde là, pour que ça inspire de ce qu'il fait ailleurs. Ouais, effectivement. Alors, nous voici déjà à la deuxième partie de cette entrevue avec Sacha Ricard. Cette fois-ci, on examine en détail son plan en matière de mobilité durable au Québec, son plan 2050. Pour cette portion, je vous conseille grandement de regarder votre écran. Ça va être plus facile pour vous de suivre la discussion que j'ai avec Sacha Ricard. On va se pencher un peu plus sur ton travail que tu as fait, Sacha Ricard, pour le plan 2060, transport en commun à Montréal. Plan. Le fameux plan est assez exhaustif, donc je vais le présenter aux gens. Je vais partager mon écran. On va voir à quoi ça ressemble, ce plan-là. Ce sera pas bien long. Et voilà. Je partage mon écran. On y va. C'est parti. Donc, voici le plan. Walk me through this. Explique-moi ça. Ce qu'il faut savoir sur ce plan-là, c'est comme j'ai expliqué, il y a 3 couches. Si tu peux descendre un peu, là, je vais mettre les réseaux, là, on va commencer, ça va être une bonne base. Donc, il y a les réseaux, le train, sont en fait, comme j'ai dit, la base un peu de ma couche régionale. Il y a plusieurs lignes, et dont 2, en fait, qui ont aussi des trains, les régionales que j'appelle, qui sont des express un peu, qui viennent des stations les plus éloignées et à partir de certains points, comme j'explique sur mon petit schéma, le type de service, ils skippent, ils évitent, en fait, ils évitent plusieurs stations, ce qui fait qu'ils, en gros, vont plus vite dans les villes et pour les personnes qui sont plus éloignées, ben, ça va plus vite aller vers le centre-ville. Et ça fait que c'est raisonnable, mais prendre la ligne d'un bout à bout, au lieu que ce soit pas vraiment raisonnable parce qu'il y a trop d'arrêts. Les autres lignes, par contre, le Exo 13, 14, 15 et 16, c'est des lignes plus régulières qui font tous les arrêts parce que leur distance est pas assez grande pour justifier des services express.
Le REM, c'est un peu une couche entre le urbain et le régional. Mhm. J'ai rajouté une ligne, mais sinon, j'ai aussi changé le logo là, parce que je voulais le rendre plus cohérent avec ce qu'on a dans la région métropolitaine. Finalement, le métro, ça, c'est la couche urbaine un peu, fait que dans la ville en tant que telle. Et finalement, les tramways et les bus, là, c'est vraiment des lignes plus locales où il y a les express là, qui font un peu plus de régional, mais c'est plus exception que là. OK. OK. Fait que qu'on veut voir, c'est ça, c'est le réseau est centré. Le réseau a son cœur dans Montréal, mais n'est pas centré sur Montréal. Parce que avec la fréquence que j'ai, c'est possible, par exemple, des gens de partir, par exemple, de Boucherville Ouais. et Boucherville, c'est un petit peu plus au nord, ici. Ouais. Là. Ouais. Attendez, excusez. On y va. On se rend à Boucherville. Boucherville, oui. Mettons, on parle de Boucherville, Ouais. qui est ici, Ouais. et qu'on Juste va ici. jusqu'à Saint-Hyacinthe. Mais c'est possible parce que même si le réseau a son cœur au centre-ville, le fait qu'il y ait des transferts dans ce qu'on appelle des stations, juste le nom anglais, là, mais junction station, sur des Mm. stations où il y a une jonction entre deux lignes, ça fait que les gens peuvent transférer entre deux lignes à l'extérieur du centre-ville et peuvent aller dans différentes banlieues. Par exemple, de Boucherville à Saint-Hyacinthe. Mais on Mm. peut faire le même exemple à, par exemple, mettons, monte un peu, de Repentigny et Ça va un peu jusqu'à, ici. genre, de Repentigny et on veut Ouais. aller à Sainte-Thérèse, ben, tu as juste à prendre la ligne de train et tu Ouais. changes à Chabanel et tu arrives à Sainte-Thérèse. Et là, en plus, tu as Mm. doublement plus de fréquences parce que tu as deux lignes qui vont jusqu'à Sainte-Thérèse. Ouais. Là, ça intéresse là-dessus, Il juste est tiré ici. dessus. Ouais. Juste ici. Donc, ça intéresse ici. On est parti de Repentigny-Sainte-Thérèse. Donc, effectivement, ouais, on a même deux options. On peut passer ici par Mascouche. Mm. Puis on peut passer par un chemin un petit peu plus laborieux, là, si on passe par... Ah, parce que c'est juste un transfert. Ah ouais, ok. Ouais. Fait que, en fait, j'ai pris le fait qu'il y ait des lignes, plus de lignes au centre, et c'est un Mhm. des caractéristiques des réseaux qu'on peut voir des S-Bahn en Allemagne, et un peu similaire en Italie, en Espagne, etc. C'est que il y a plus de lignes au centre. Fait qu'au centre, ça devient une espèce de métro Ouais. plus rapide. Mais dans les banlieues, où est-ce qu'il y a moins de densité, ben plus les branches s'éloignent, moins il y a de fréquences, fait que ça s'adapte en fait. Même si ça reste fréquent à qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Par exemple, moi sur certaines branches, j'imagine des fréquences de l'ordre les lignes principales, là, fait que mettons EXO 11 et 12, les services suburbains, donc local, j'imagine des fréquences de 10 à 12 minutes là, durant la Ok. journée. Quand même. Puis Quand les même. autres lignes, là, tu sais, 14, 13 et 14, c'est 12 à 15 minutes. Puis les autres lignes, 15 et 16, c'est 15-20 minutes. Ok. Là, au centre, là, moi ce qui m'a frappé là, rapidement, c'est qu'ici, là, je vois comme 4 lignes là, au centre de Montréal, là, parallèles. Là. Ben, c'est que c'est un tunnel ferroviaire. Ah, C'est une ok. ligne, en fait. C'est une Ok, ligne c'est une ferroviaire. ligne. C'est deux Ok. voies. C'est deux voies ferrées. Ok. C'est juste Je qu'il y a comprends. plusieurs lignes, il y a plusieurs services. Ouais. Ok. Là, je comprends. J'étais comme, voyant, c'est quoi ça? Ok. C'est un Je tunnel, en comprends. fait, ça lie la gare Parc à la gare centrale. Sens. Ok. Il y a tellement de choses dans sur cette image-là. Je vois il y a du stock. Attends, je vais retourner un petit peu plus voir. On a Brossard, Saint-Constant qui est desservi. Ça, c'est cool. J'aimais bien le passage. Bien sûr, il faut passer par la Chine. Il va y avoir du fret qui va passer par là. Non, mais Faudra encore une fois, il Oui. y a assez d'espace pour créer des voies séparées. Oui, c'est ça. C'est ça. Encore une OK. fois, c'est ça prend de la volonté politique, mais c'est le genre de vision qu'on dit encore une fois, on n'a peut-être pas les moyens légaux, techniques, etc. Mais de dire, nous, notre intention, c'est on veut négocier avec CN, on veut, Mm. tu sais, on va se le dire, là, mon plan, il y a beaucoup de choses légales qui devraient être changées et vraiment beaucoup de volonté politique, même s'il y a des choses plus faciles qui Ouais. pourraient être mises en place. Par exemple, la Ouais. ligne Saint-Jérôme, là, qui est clairement la plus facile à Oui. améliorer. Là. Donc, tu sais, il y a plusieurs choses, mais tu sais, au moins, on aurait une vision
de qu'est-ce qu'on voudrait vraiment. T'sais. Ouais. Moi, j'aime ça parce que ça continue jusqu'à chez mes parents, je suis correct. Ça continue jusqu'à Prévost. Parfait. Moi, c'est ça que je veux qu'on arrête. Non, mais c'était intéressant. Penses-tu qu'on pourrait la poursuivre jusqu'à Tremblant? Juste de même pour les gens de Montréal. J'ai essayé, hein, mais vraiment, après Piémont, déjà là, l'emprise était très courbée, fait que c'était pas les meilleures vitesses. Okay. Et au-dessus après Piémont Saint-Sauveur, l'emprise est moyennement continue, ça va dans tous les sens, c'est hyper courbé. OK, ça veut dire qu'il faut que tu tournes tout le temps. Faudrait péter à travers les montagnes ou comme faudrait. OK. Ça se pourrait, mais vraiment pour l'achalandage qu'on aurait, là, je suis pas sûr que ça vaut la peine. Puis j'essaye quand même de rester réaliste dans mes propositions, là. Donc, j'ai décidé d'arrêter à Saint-Sauveur parce que tu avais plusieurs complexes de ski, une grosse aire touristique quand même. Donc, il y avait quand même du potentiel au niveau touristique pour cette zone-là, là. Fait que je me suis dit que ça valait la peine, là, mais ouais. Mais tu sais, on parle bourgeoisie parce qu'on est dans le vif du sujet, mais tu sais, le petit train du Nord, il y aurait pas de quoi à faire. Je sais que c'est utilisé pour monsieur, madame, tout le monde aujourd'hui en titre récréatif, mais on pourrait pas remettre ça sur les rails. Ben, la section que je t'ai montrée, oui, là, il y aurait clairement un potentiel ferroviaire, là, parce que c'est la partie de l'emprise qui est la moins maganée, en fait, qui est la plus dégagée. Ouais. Donc, il y aurait clairement de quoi. Bon, c'est sûr que là, il y aurait beaucoup de protestations parce que tu pourrais faire les deux, tu sais, côte à côte de la piste cyclable et la voie ferrée, mais c'est sûr que ça changerait les habitudes de certains. Fait que c'est sûr qu'il y aurait beaucoup de protestations. Mais, oui, ce serait... Parce que, tu sais, il y a déjà eu un chemin de fer, là. C'est pas comme si... Oui, il y a certaines courbes que, personnellement, personnellement, si on voudrait avoir des vitesses acceptables, il faudrait faire il y aurait 1 ou 2 tunnels à faire. Ouais, OK. Pour c'est particulièrement en dessous de la 15. Et dans le coin un peu après Prévost, là. Ben je le connais. Sinon, les vitesses seraient vraiment trop limitées. Mais ça serait possible. OK. On voit que Mascouche est desservi. C'est cool. On a Terrebonne. Terrebonne est là. Ben oui, OK. Fait qu'on laisse pas les gens du Nord. Tout le monde est inclus dans ce plan-là. Ouais. Il y a même Crabtree. C'est le fun, ça. Il y a même Crabtree. Ouais, Crabtree, c'est ça, j'ai fait. Je connais pas ça. Je pense que je peux même pas aller là dans la vie. Varennes aussi, c'est bon parce que je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui habitent là. La ligne Sorel-Tracy, ça va être la plus compliquée. Ah ouais, pourquoi? L'emprise en dehors des centres, des petites villes est correcte, mais dans les petites villes, c'est très serré. Ah ouais? Très serré. Pour ajouter 2 voies, là. Ça va être... t'étais autant pogné que ça? Ah ouais, OK. Vraiment, là, surtout dans le coin de Boucherville, là. Ouf, c'est... Ah ouais, OK. À cause des routes, des chars? Des routes, puis la voie ferrée du CN est vraiment dans le milieu. Ah, OK. Fait que c'était vraiment pas beaucoup d'espace. Je présuppose qu'on coupe un peu de la route, là. Mais... Reste à convaincre les gens, mais en même temps, ça, je pense que ça va. Bon, de Martagne, ça, c'est pas pire. Et puis on a Saint-Bruno aussi. Saint-Bruno, ben oui, why not? Saint-Bruno. Saint-Bruno, c'est rendu cool. Ouais. Là, je déplace la gare un peu plus au nord, là. Saint-Bruno, Saint-Basile aussi, là, de plus en plus de gens qui vont là. Puis Douville, écoute, Douville, ça sent bien. Ouais. On sent. On visite le Québec, là. C'est à cause j'ai mis à côté du cégep. OK. Douville. On visite le Québec, Brooklyn. Je savais même pas que ça existait. On découvre, là, le Carignan de Sourdy, Brooklyn. On a une ville qui s'appelle Brooklyn au Québec. Non, mais c'est un petit quartier de Longueuil. Ah, c'est un petit quartier de Longueuil. Ah, c'est un quartier de Longueuil? Ben, c'est pas un quartier, mais c'est une espèce d'un petit développement immobilier dans la banlieue, là. Un peu à côté de la 30, là. OK. On a décidé d'être original, Brooklyn, why not? Brossard est déjà là, puis je vois aussi qu'on s'en va vers Sherbrooke. On se dirige vers Sherbrooke, right? Ouais, mais ça, c'est les trains interurbains, là. J'ai mixé les deux. OK. On s'en va à Granby, puis on se dirige tranquillement vers Sherbrooke, parce que moi, j'ai l'impression que
tu me corrigeras, mais j'ai l'impression que Montréal-Sherbrooke, on va juste gagner à se rapprocher à travers les années. Ben oui, non, mais c'est sûr. Sherbrooke, c'est une petite ville qui est en plein développement. Je veux dire, connecter ça. Moi, j'avais fait des estimations. C'est 1h20. Entre C'est ça. Montréal et Sherbrooke, là, en train, là, c'est 200 km/h. C'est ça. C'est pas si loin que ça. Non. Quand tu y penses, tu te dis, il me semble que c'est pas si loin. C'est pas si loin, puis c'est beau. C'est beau, il y a de quoi faire là, pour les gens qui veulent s'amuser en vélo, en course à pied, rando, peu importe. Là, ça fait changement. Bref, on salue les gens de Sherbrooke. On a dit qu'il y a du bien sur Sherbrooke. Je vois l'aéroport est desservi aussi. Tu sais, c'est vaste, puis ça utilise tellement de différents modes de transport que j'ai de la misère. Oui, c'est ça ma plus grosse critique des plans actuels, c'est que vraiment, on se concentre sur un mode. Le PUM 2050, on se concentre sur le tramway. Le programme Bus Plus dans la RTM, on se concentre juste sur le bus. On n'utilise pas la variété de possibilités immenses qui est possible avec les différents modes. J'ai envie de te demander, tu l'as-tu envoyé à un élu, une élue ou quelqu'un là? Non, mais anyway, écoute, je pourrais, hein, mais je pense pas que c'est trop lointain pour vraiment. Ouais. J'aimerais le REM de l'Est, ça, actually, je serais prêt à l'envoyer. Je serais prêt à l'envoyer à un élu. Mais bon. Ouais. Tu as fait la même chose pour le réseau d'Ottawa, right? Oui, ça c'est le réseau d'Ottawa. En fait, c'est quand j'ai vu le tramway de Gatineau, tout ça, là, j'ai fait le plan bilingue en plus. Ouais. Fait que c'est ça. Mais c'est ça que je disais en fait, c'est que on n'a pas besoin d'avoir la station de TGV au centre-ville, parce que tu vois la station de train de gare d'Ottawa, là, Ottawa Station. On n'a pas besoin d'avoir la gare de train au centre-ville. Si on faisait un réseau comme je propose, avec différentes branches de la ligne 5 et 6, là, qui partent d'un peu partout, qui vont dans le tunnel, puis après ils ressortent, puis ils vont dans Gatineau. La ligne 2 fait pas ça, mais même à ça, c'est un transfert, c'est pas si grave que ça. T'sais, si on avait ça, on n'aurait pas besoin d'avoir la gare au centre-ville et toutes les complexités que ça amène, que ça amènerait à cause de la construction. Puis le plan que je fais, là, encore une fois, je transforme le tramway au train en vrai métro, c'est-à-dire je change le matériel roulant avec des vrais planchers hauts pour automatiser, pour mettre des portes palières, pour limiter la complexité des stations, faire des stations plus simples, plus petites, moins complexes. Puis ça permettrait de réduire les coûts. Mais encore une fois, je suis pas contre le tramway, hein, parce que quand tu vois les lignes A, B et C, ben c'est des lignes de tramway. Les lignes plus grosses et en chiffres, c'est du métro, puis les lignes ABC, c'est du tramway. OK, ABC, là, je vais juste... Ah oui, je la vois. OK, la C, là, A, B, oui, OK, parfait. OK, je comprends. Je vais juste faire je prends un peu le tramway de Gatineau, c'est juste la branche du Nord, je la transforme en... Ouais. Puis c'est quoi le rond, là? Juste... C'est un transfert. OK, c'est juste un transfert, OK. Fait que là, dans le fond, toi, tu dis, on skip la... Ça, on fait pas une gare à Ottawa, nécessairement. Non, on fait une gare à Ottawa. C'est juste qu'on n'est pas obligé de la faire au centre-ville. Ouais, c'est ça. On la fait pas au centre-ville. Parce que là, moi, je connais pas tant Ottawa d'une vue de carte, là, mais OK. Donc, on la fait pas au centre-ville. Parce que le centre-ville serait où par rapport à ici? C'est Parlement environ. Là. Parlement, OK. Fait qu'à la place, on la laisse. Comme elle est en ce moment aujourd'hui. Mais juste, on la connecte mieux. Parce que le haut train d'Ottawa, il est complètement en site propre intégral. Ouais. Il y a un tunnel et les sites propres intégrales, ça a une capacité qui est énorme. Donc, il y aurait vraiment moyen de faire circuler beaucoup de trains dans le tunnel pour avoir un service vraiment intensif, puis ensuite amener des branches un peu partout dans le reste de la région. C'est pour ça que tu l'as mis, c'est pour ça que tu as mis beaucoup de branches là, ici. Exactement. Ouais. OK, je comprends. Puis tu sais, je sais pas, moi je regarde ça de même, mais ça m'a pas l'air si loin que ça. Là. Dans le sens, c'est pas, tu sais, on n'est pas au bout de la carte ici. Ben là, c'est Montréal-Québec, je comprends, mais je veux dire. Mais la région métropolitaine d'Ottawa est pas si grande que ça. Non, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas fait un système comme Montréal avec vraiment, tu sais, des trains de banlieue là, éloignés. Parce que la ville est assez grande, la région est assez limitée pour que à l'un ou l'autre des extrémités des lignes,
Ça prend environ 30 minutes arriver au centre-ville. OK, c'est 30-40 pas... minutes. OK, c'est vraiment pas... là. L'extrémité des lignes, ça prend 30-40 minutes, dépendamment, là. Des fois Ok. moins, là, si tes lignes sont plus petites. Mais ça Ouais. prend 30-40 minutes à arriver au centre-ville. Fait que si Ok. tu traverses toute la région, c'est environ 1 heure. Fait que 1h10, là. Fait que c'est pour ça que c'est important d'adapter aussi ce que tu fais en fonction de la réalité géographique de la région. Tu sais, comme là, la couche régionale d'Ottawa, comme je t'ai dit encore une fois, t'es pas obligé de faire un train de banlieue super rapide à 160 km/h. Tu peux rester avec des vitesses de pointe de 100 km/h, puis avoir des densités de stations qui se rapprochent plus d'un métro parce que ta réalité géographique te le permet. Mais Montréal, tu reviens dans le plan de Montréal, c'est pas possible parce que c'est tellement éloigné Ouais. que même le REM, tu sais, ça touche les couronnes, mais même à ça, ça prend 35 minutes de se rendre au centre-ville. Fait que c'est pour ça qu'il faut avoir des modes beaucoup plus vite, avec des espacements de stations beaucoup plus élevés pour arriver à des vitesses que, par exemple, je me rappelle plus des temps, là, mais mettons je me rappelle bien, de Saint-Hyacinthe, genre au centre-ville, ça me prend 35 minutes, 40 minutes. Ouais. Faut que tu aies quelque chose de plus. Le nombre de couches, ça dépend de chaque ville et ça dépend de chaque réalité géographique. Mais plus t'es éloigné, c'est une règle universelle, plus t'es éloigné, plus t'as des distances vastes, plus t'as une région complexe, plus tu as besoin d'avoir 3 couches claires et nettes et précises. Ouais. Puis je dis pas qu'il faut plus s'étaler, c'est juste que, en fait, moi je dis, il faut arrêter l'étalement. Oui, c'est ça. Mais faut desservir qu'est-ce qui existe déjà. C'est ça. De façon efficace. On a pas le choix. C'est pas parce que tu veux éviter l'étalement que tu vas intentionnellement limiter la vitesse de ton transport en commun et donc sa compétitivité face à la voiture. C'est pas ça que tu fais. Tu mets en place des règles, des plans d'urbanisme qui limitent l'étalement autour du transport en commun. Ouais. Écoute, super beau plan. Je pense qu'on pourrait on pourrait dive deep là, dans ce plan-là. Vraiment pour un bout parce que c'est vaste. Ça t'a pris combien d'heures faire ça? Plusieurs. Mais je le change encore, même depuis que je te l'ai envoyé, j'ai changé les noms de stations pour mieux refléter. OK. Il est en constante. Tu sais, avec le TGV, ben j'ai dû changer parce que j'essayais de m'adapter. Parce qu'avant, avec le TGV, je faisais quelque chose de différent. Mais là, quand ils ont révélé qu'il allait passer par le nord, ben là, ça a complètement changé de ce que je prévoyais de faire. Fait en tout cas, c'est principalement des changements opérationnels dans le nombre de voies, etc. Mais même à ça m'a fait changer beaucoup de choses. Fait que s'il est en constante, évolution. On te souhaite qu'il ne change pas encore parce que devrait bien aller. Tu vas être devant ton ordi, tu vas faire voyons, ils ont-tu fini de changer d'idée? Puis ben écoute, ça fait déjà 1h30 et quelques qu'on se parle. Le temps passe super vite. Merci encore, Sacha, d'être passé au podcast. J'ai envie de te poser la dernière question, la question mystère qui est tout le temps posée à tous mes invités. Roulement de tambour. C'est différent de chaque invité. Puis des fois, je la sais pas. Souvent, les gens ne savent pas, mais je la sais pas tant d'avance que ça. Des fois, elle se décide durant l'épisode et dans cet épisode, ça a été le cas. En fait, elle s'est décidée dans ma tête durant l'épisode. Ce que j'ai remarqué, Sacha, c'est t'es jeune, on voit que t'as l'esprit allumé, t'es tout là, 100%, t'es dévoué aussi à la tâche, t'es dévoué. Plus passionné. Que 100%, je te dirais 110%. C'est ça, t'es passionné. Transport en commun. J'ai envie de te demander, c'est quoi le futur pour Sacha? C'est où que ça s'en va? T'as plein de projets, t'as une vision. Est-ce qu'on peut penser à un futur en politique peut-être ou quelque chose? On sait pas. Pas pour le moment. J'ai pas l'intention enfin peut-être là, mais c'est que ça prend tellement de temps de se rendre à un niveau où est-ce que tu as de l'impact sur mes décisions que j'ai pas. Mais écoute, peut-être. À un moment donné, je pourrais être totalement transparent. Tu sais, je suis membre de Projet Montréal, mais j'ai pas de projet en ce moment, tu sais, de conseiller ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est sûr que si l'occasion se présente, je dis pas non. Mais si l'occasion se présente pas, je vais pas non plus
Parce que, Ouais, tu sais, moi, ça dans peut la vie, en malheureux. général, je veux aider les gens. Mm. Puis mon travail, parce que je fais principalement les tâches d'un inspecteur municipal en ce moment, là, c'est répondre aux questions des gens, leur faire leur permis, etc. Puis moi, ça m'apporte beaucoup de gratitude parce que c'est aider les gens. C'est sûr que j'aime ça, tu sais, imaginer, planifier, etc. pour le très long terme et faire des projets avec Polytechnique, là, comme je t'avais parlé, de façon Mm. générale. Mais ultimement, ce que je veux aussi, c'est avoir un impact concret, c'est aider les gens. Fait que c'est sûr que la politique, pourquoi pas, si ça se présente un jour, Mm. mais ça serait vraiment dans une optique de d'aider les gens. Et de ce que je vois de la politique jusqu'à maintenant, ça a l'air assez drainant. Ouais. Et j'ai comme pas envie de perdre la flamme que j'ai en moi en politique. Tu sais. Ouais. Ouais, j'ai la même réflexion, effectivement. Je pense qu'en politique, il faut que t'ailles... Pas que... C'est pas nécessairement que c'est une prérogative maintenant, parce que les politiciens sont de plus en plus jeunes, là, ce qu'on peut noter. Mais je pense qu'il faut que tu aies vu beaucoup de choses pour être prêt à ce game-là. Tu sais, dans le sens, c'est pas Ouais, nécessairement c'est j'ai ça. besoin d'expérience pour avoir les connaissances. Non, c'est que tu sois prêt à ce rumble-là, parce que quand le bateau il part, là, quand l'avion il décolle, là, ça a Ah, l'air d'être, t'es faite. Fait que c'est pour ça que je te dis, ça a l'air d'aller vite, là. c'est ça. C'est pour ça que je te dis, si ça se présente, pourquoi pas. Mm. Mais en vrai, je pense que mes idées sont peut-être un peu trop à gauche pour comme me faire rire en dehors de Montréal, autre que Montréal. Tu sais, c'est, tu sais, Il y a de la place pour la gauche encore dans l'univers politique au Québec, je crois encore. ben oui, ben mais ça serait QS, mais c'est juste que QS, je suis pas indépendantiste, donc Ouais. c'est un peu Ouais. perdu d'avance. À moins que je crée mon propre mouvement, là, mais bon, ça c'est vraiment trop Tout est théorique. possible. Tout C'est est ça. possible. On va Tout laisser est du temps possible. au temps. Mais regarde, je finirai en disant que, comme tu dis, tout est possible. Écoute, Sacha, merci encore d'être passé au podcast. Si les gens veulent en savoir plus sur toi, allez voir justement le plan et les plans. Si vous voulez me suivre, ben c'est sur mon LinkedIn, principalement. Je fais beaucoup de publications sur ça. Il y a aussi un média sur Facebook, mais c'est aussi sur Insta, etc., qui s'appelle Ville Humaine Média. Que je suis un des principaux collaborateurs aussi, donc je fais beaucoup de choses par rapport à ça. Et ben, c'est pas mal ça. Puis c'est ça, principalement sur LinkedIn, parce que c'est là que je publie mes choses plus professionnelles. Et gardez un œil d'ici peut-être un an et demi là, sur le projet de Polytechnique que je vous parlais. Ça risque d'être un méchant gros projet. Tu veux-tu nous en dire plus sur le projet Polytechnique? Je suis juste super curieux. En gros, c'est que j'ai contribué, je vais contribuer avec, je sais pas si, en tout cas, je m'étonnerais que tu connais, là, peut-être McCall. Je me rappelle plus Non. son nom. Anyway, c'est un étudiant de Polytechnique je pense qu'il est en planification de transport, je suis sûr. En ingénierie de transport, peut-être. Tout ça pour dire qu'il est assez calé dans le domaine, comme moi. Mais lui, plus de manière professionnelle, là, parce que moi, après ça, je suis plus, tu sais, je m'y connais, mais j'ai pas étudié là-dedans en tant que tel. Mm-hmm. Donc, on va unir nos forces en gros, puis le but, ça serait vraiment de prendre toute la région métropolitaine, de voir les emprises possibles. Un peu comme j'ai fait avec mon plan, mais en fait, professionnaliser ma proposition, en fait. Fait que Ah! vraiment prendre les origines de destination, prendre les emprises existantes, voir vraiment, tu sais, y aller plus en détail sur pourquoi ce plan-là serait Ouais. nécessaire et pertinent. Écoute, il y en a qui payent des agences vraiment chères pour ce que tu fais comme travail. Bravo encore. Tout Parce ça que bénévolement, hein, je suis pas c'est payé pour ça. ça. C'est laborieux. Puis de voir que vous allez professionnaliser, moi j'ai très très hâte de voir dans 2 ans. On sort pas un gars. On fera un épisode Oui, je sur... pourrais faire un podcast pour te le présenter, ça ferait plaisir. c'est ça va être super. Écoute, merci encore d'être passé, Sacha Plaisir. Ricard, aux Électrons Libres. Merci. Merci, bye. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute. Si vous voulez en savoir plus sur Sacha Ricard, vous pouvez vous rendre directement sur LinkedIn ou taper Vision Mobilité Durable. C'est son nouveau site web sur lequel vous allez pouvoir trouver l'ensemble de son projet, sa vision 2050 en matière de mobilité durable au Québec. Sur ce, je vous souhaite de vous déplacer librement, portez-vous bien et à la semaine prochaine.